Si tu ne peux pas être le meilleur, sois différent. C'est en créant ta différence que tu seras le meilleur parce que tu seras hors catégorie. Mon projet le plus important, c'est de venir m'installer aux États-Unis. On est là pour parler d'authenticité et je pense qu'avec toi, on a tiré le gros lot. Moi, j'ai décidé de jamais plus subir ma vie. C'est différent, c'est un état d'esprit. Je veux plus la subir. J'accepte tous les dommages collatéraux et les belles choses qu'ils peuvent avoir autour, mais je ne veux plus jamais subir ma vie. N'oubliez pas la loi de l'attraction. Si tu décides que t'es une merde, tu seras une merde. Si tu décides de résoudre le problème, tu vas le résoudre. Je suis quelqu'un de très très dur à... Ouais. J'aime aller jusqu'au bout des choses et comprendre pourquoi ça se fait ou pourquoi ça ne se fait pas. Parce que je suis à un tournant de ma vie où justement d'avoir pris le temps de voir que tout ce que j'ai construit c'était pour mes enfants, n'était qu'une fumisterie. Je l'ai fait pour moi, l'enfant qui est à l'intérieur de moi. De me dire que j'allais sécuriser l'enfant. Bien sûr, l'enfant intérieur. Et j'ai mis des années à le comprendre, j'ai mis plus de 12 ans. La vraie question, je te la pose, Audrey. Ouais. C'est toujours un vrai débat avec mes amis et mon entourage. Vas-y. Être avec quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas un réel intérêt? Ce mot me subjugue. Intérêt. Est-ce qu'on doit se contenter d'être ce que l'on est ou alors on refuse et on devient ce que l'on a envie d'être? En France, on s'est contenté d'être ce qu'on devait être par rapport à ce qu'on nous a dit d'être. Aux États-Unis, tu es libre de devenir ce que tu as envie d'être. Tout à fait. Et Là, mes journées, elles commencent à 6 du mat et des fois, je termine pas avant 2 heures du matin. Et tu dis que 78% de cette journée, je l'ai donné à quelqu'un d'autre qu'à ma famille. Ça, c'est mon avis, ça ne regarde que moi. Mais que tu sois en France, aux États-Unis, où que tu sois, bouge-toi le cul parce que personne ne fera à ta place. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur ma chaîne Parcours Authentique. Alors aujourd'hui, on reçoit un super invité. En tout cas, moi, je suis super heureuse, super honorée qu'il ait répondu à l'appel. Il s'agit de Norbert Tarrer. Norbert, merci beaucoup d'être parmi nous. Merci d'avoir accepté. Bonjour Audrey, salut à tous. Salut. Je suis super ravi. Parmi vous dans ma voiture, on est très très bien. Voilà, ça c'est Norbert. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de cris, on est très très bien. Bon, il y aura peut-être des gens qui vont passer derrière, mais ça, je les connais pas. Mais voilà, ça fera un petit peu un public anonyme. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on va bien se marrer. En tout cas, on est là pour parler d'authenticité et je pense qu'avec toi, on a tiré le gros lot. Hein? Je pense qu'on est à fond là. Je pense qu'il faut être soi-même. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir une image. Ça, c'est leur choix. Moi, la mienne, c'est la vraie. C'est l'authentique. Que tu me croises au supermarché, dans un marché ou dans un lieu public, ou que tu me regardes à la télé ou sur les réseaux sociaux, je suis le même. Je ne joue pas un rôle. Chacun son avis sur ça, sur le rôle public qu'on peut avoir. Moi, le mien, il a toujours été très simple. Je suis ce que je suis et puis voilà, je suis comme tout le monde. C'est vrai, mais ce que j'ai aimé, c'est vrai qu'on s'est connecté. D'abord, tu m'as filé tout de suite ton numéro de téléphone, donc je me suis dit waouh, super. Et c'est comme si on se connaissait depuis des années. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a un rapport, il y a pas de filtre quoi. Il y a pas de filtre, c'est ouvert, c'est voilà, je suis comme ça, je suis spontanée et j'y vais. Tu sais, les gens aujourd'hui, ils ont toujours peur des autres, ils ont toujours peur des qu'en dira-t-on, ils ont peur de la méchanceté, ils ont peur de se faire avoir. En fait, la peur, elle évite pas le danger. Donc vivre avec la peur, pour moi, d'être avec les gens et de leur parler comme si je les connaissais, oui, de toute façon, dans la vie, il faut échanger. À moins que tu habites sur une montagne ou sur une île déserte, pour moi, il faut échanger, c'est nourrissant, c'est une expérience. T'en as des bonnes, t'en as des mauvaises, mais même dans les pires de ta vie, t'as toujours quelque chose de positif à retirer. Et puis en fait, le vrai noyau dur, personne ne le connaît vraiment de ma personnalité. Je suis pas non plus quelqu'un qui dévoile tout comme ça, mais je sais de par avance que je peux te donner 90% parce que ça, c'est ma nature. Les 10% restants, c'est tellement secret que même mes proches, très très proches, ne me connaissent pas aussi bien qu'ils pensent le savoir. Je me livre pas comme ça. Mais avec 90% de ma vie, je peux en parler parce que de toute façon, elle est vécue, elle est actée. C'est fait et ça, on peut rien y changer. Écoute, moi j'adore. Donc juste pour retracer un petit peu qui est Norbert Tarrer, donc tu es un cuisinier français, mais aussi animateur de télé. Tu t'es fait connaître du grand public en participant à la 3e saison de Top Chef. Oui. Où tu as fait un passage assez remarqué par ta personnalité. Oui. On peut dire ça comme ça. Beaucoup d'audace et un caractère hors norme, Norbert Tarrer reste une des personnalités emblématiques de la promotion 2012 de Top Chef.
L'autodidacte du concours n'avait à la base rien d'un favori. Je pense que personne ne m'attendait au tournant, quoi. Je pense même pas moi, je m'attendais au tournant. Et pourtant, il a su montrer tout son talent et a gravi tous les échelons jusqu'à la finale. Je me suis battu pour faire de la cuisine. Moi, j'ai pas fait d'école, je me suis battu pour rentrer. Battu, moi. C'est le premier vrai concours de ma vie. Moi, mon seul diplôme, c'est un permis de conduire. Donc, mon parcours dans Top Chef, il était imprévisible. Je pense qu'il a été, comme stipulaient les chefs ou les candidats, Norbert est capable du pire. Mais surtout, quand il fait le meilleur, c'est le meilleur, quoi. C'est tout. Par la suite, animateur de télé avec Norbert et Jean le défi, Norbert commis d'office, la meilleure boulangerie de France, le meilleur pâtissier version célébrité que tu co-animes avec Mercotte. Et aujourd'hui, tu es à la tête du restaurant le 19-20 à l'hôtel Prince de Galles, un hôtel 5 étoiles situé avenue Georges V à Paris. C'est exact? Ouais, détenu par le groupe, géré par le groupe Marriott, un groupe américain. Gros parcours quand même. On va revenir évidemment sur Top Chef parce que ça a été un tournant pour toi, je pense. Ah bah de toute façon, oui, la télé, forcément, c'est comme c'est une forme de télé-réalité, qu'on l'aime ou pas, ça se dit comme ça. Une télé-réalité, c'est tu reflètes un métier, une vocation à la télé. Pour moi, c'est une télé-réalité. C'est dans la télé que ça se passe et on reflète la réalité. C'est comme ça que je vois les choses. The Voice, pour moi, fait partie, par exemple, d'une télé-réalité, un télécrochet, si on peut dire. Star Academy, pareil. Donc la cuisine en fait partie et le seul programme aujourd'hui qui existe encore, c'est Top Chef et c'est un programme qui met en œuvre en compétition des candidats professionnels en cuisine. C'est quelque chose qui pour moi fait partie et qui est ancré dans les mœurs. De pouvoir faire ce concours-là m'a permis d'avoir une grande visibilité, beaucoup plus orienté sur mon tempérament et que ma cuisine, mais ma cuisine est à l'image de ce que je représente. Elle est brute, elle est sincère. Elle est voilà, comme un médecin de guerre qui opère sous une tente avec un bistouri, un tournevis et une clé Allen. C'est toujours comme ça que j'ai fait les choses et c'est comme ça que j'ai envie qu'on me regarde. Après, ce que je fais dans les restaurants, parce que avant le Prince de Galles, j'ai eu quand même 12 restaurants et c'est comme ça que j'ai fait une cuisine de bistrot sincère, pas parfaite, mais qui rassure les gens et qui montre aux gens que cherche pas à faire de ce que je suis en tant que cuisinier ou même de mon image, quelque chose de clinquant, d'être populaire, d'être connu, c'est pas forcément toujours la volonté d'être avec les plus grosses marques de luxe, d'être avec les plus grandes personnes de ce monde. Moi, ça a jamais été ma vocation. Ma vocation, elle est de faire parler de mon métier, qui est la cuisine, et surtout de la cuisine qu'on peut retrouver à la maison, et donner envie aux gens de cuisiner avec rien, avec des bons produits, avec des produits industriels, avec des produits du marché, ou même avec des produits de luxe. Faut pas oublier que moi, ma première ligne de conduite allait de faire parler de mon métier, de la cuisine, de la boulangerie, de la pâtisserie, de la charcuterie, de la poissonnerie. C'est ça, mon vrai métier à moi, c'est d'être l'animateur de la cuisine. J'adore. Alors, on reviendra sur Top Chef parce que moi, je trouve... Je regardais pas avant Top Chef, et très sincèrement, c'est pas parce que tu es là aujourd'hui, mais je trouve que tu as apporté un vent de fraîcheur dans ce télécrochet, justement par ta personnalité, mais qui a un peu désacralisé, tu vois, ce côté un peu chef où on est un peu coincé. J'ai la sensation que tu as mis un bon coup de pied dans cette fourmilière en disant, bon bah voilà, ok, on est chef, mais on n'est pas que ça, on peut apporter autre chose. Le chef, en fait, aujourd'hui, c'est désacralisé par les nouvelles générations. Oui. On le voit bien, moi j'ai commencé par désacraliser le tour du cou qu'on peut avoir, les vestes. Ouais. Et après, la génération qui nous succède, parce qu'il y a maintenant 2 générations après moi, parce que je suis plus tout jeune, il y a les générations 90, génération 2000, et bientôt les générations 2010 qui vont pas tarder à naître. C'est quoi? C'est des beaux mecs, des cheveux longs, alors que le cuisinier normalement doit avoir les cheveux rasés. C'est tatoué alors que bon, c'était pas dans les mœurs d'avoir des tatouages. C'est percé. Ouais. En fait, l'évolution de la cuisine, elle a changé en fonction des générations qui sont arrivées. Alors que moi, j'ai juste fait d'être dans Top Chef, c'était de parler de la façon dont on vivait en cuisine. C'est-à-dire quelque chose d'assez rustre, mais d'humain, d'une cuisine totalement brutale, mais totalement émotionnelle. C'est vrai. Donc forcément, alors que les produits sont exactement les mêmes, c'est juste l'interprétation du cuisinier qui devient peut-être un compositeur, un auteur-compositeur, même un scénographe, parce que maintenant il y a des mises en scène dans les restaurants, on le voit bien avec Paul Perret, il y a des projections lumineuses, on fait porter les desserts par des ballons à l'hélium et tout ça s'envole. Donc c'est hyper intéressant. Et là, même de ce point de vue-là, moi, là où j'ai fait un peu changer les mœurs dans la cuisine, moi je suis resté très conservateur parce que j'aime cette cuisine au beurre, j'aime cette cuisine à l'huile d'olive, j'aime cette cuisine très frontale, c'est-à-dire que
le produit, c'est le produit et c'est lui la star. Moi, je peux enfin prendre ma place et trouver ma position de chef bistronomique du terroir français pleine balle. Donc, je reprends un peu le flambeau d'Yves Gandebord, de Christian Etchebest, de tous ces chefs de la bistronomie qui ont fait que manger une bonne saucisse purée, c'est la classe aujourd'hui et c'est ce que j'ai amené au Prince de Galles dans un palace. Super. On mange une bonne saucisse purée et puis c'est tout. J'adore le contraste. Alors, on va juste revenir un petit peu à tes débuts et comment tout a commencé. Est-ce que pour toi, la cuisine, c'était une évidence ou pas du tout? Est-ce que quelqu'un t'a amené à ça et du coup, tu y as trouvé du plaisir ou écoute, j'ai pas cette histoire comme la plupart des chefs peuvent l'avoir. Ma mère était une très bonne cuisinière, ma grand-mère aussi, mais c'est pas ça qui m'a donné vraiment envie. Moi, je voulais être poissonnier à la base. Je me suis retrouvé dans le football. Le football, je devais avoir une brillante carrière, mais bon, je pense que ils ont décelé chez moi un deuxième pied gauche, donc ils ont arrêté. Ensuite, j'ai dû trouver un travail. Comme j'étais un cancre, pas possible, j'ai trouvé un travail, une formation en tant que charcutier. Donc j'ai fait ça. Ensuite, je suis pas allé au diplôme, donc à l'examen, donc fallait que je parte. Je suis parti en Angleterre. En Angleterre, je me suis retrouvé plongeur dans un foyer et je dormais dans un foyer d'immigrés. La passion, elle m'est pas venue comme ça. C'est que l'Angleterre, c'est au méritant. Plus tu travailles, plus tu mérites. Et je pensais que la France, elle était pareille. Mais non. La France, elle travaille plus pour moins gagner. Hein. Là, tu gagnes moins. T'es traité comme une daube, aussi bien par ton pays que par l'univers en soi. Ouais. Et bon, t'apprends. Et là, on te dit, t'es payé pour apprendre. Ah bon, moi, j'ai dit ok. Et je rencontre Bernard Loiseau. Et lui, là, cette rencontre-là, elle est déterminante dans ma vie parce que lui, c'est quelqu'un qui transmet sa passion. C'est quelqu'un qui veut transmettre. Donc, quand j'ai rencontré Bernard, c'est lui, mon père spirituel. C'est lui qui m'a donné vocation. C'est lui qui m'a donné confiance en moi. C'est lui qui m'a montré que le plus important dans la vie, c'est pas d'être le meilleur. D'accord? Parce que le meilleur, on peut l'être au moins une fois dans sa vie. Ça, tout le monde. C'est vrai. Mais d'être bon toute sa vie, c'est très compliqué. Et ça, j'avais compris tout de suite que je serais pas le meilleur. On va pas se mentir. Il m'a dit une chose, si tu ne peux pas être le meilleur, sois différent. C'est en créant ta différence que tu seras le meilleur parce que tu seras hors catégorie. Ça m'a montré qu'encore une fois, ma personnalité prendra toujours le dessus sur la raison de dire qu'il faut des fois écouter les chefs. Je suis pas né comme ça, je suis pas normal, je suis peut-être pas le meilleur, mais je suis différent. Et là, des fois, la différence, ça crée justement la surprise. Donc c'est ce que je fais à la télé, c'est ce que j'ai fait dans ma vie, dans mes restaurants, dans mes démarches. Bien sûr que ça me coûte beaucoup. Humainement, des fois financièrement, des fois même au niveau famille, ça me coûte. Mais c'est génial d'être différent. Et donc en fait, voilà comment je suis arrivé à la cuisine, par cette différence de dire que j'ai menti sur un CV. Oui. J'ai falsifié un CV en mettant des noms de grands restaurateurs français dans lesquels j'avais jamais travaillé pour essayer d'avoir mon poste chez Bernard Loiseau. Bien sûr que Bernard s'est empressé d'appeler, hein. Bien sûr, il a appelé tous les chefs. Et puis, les seuls qui connaissaient et qui a dit oui, c'était chez Nico à 99 Park Lane en Angleterre, Nico Landelis, qui était mon chef de base. Et donc, c'est le seul truc qui a dit oui. Qui est le chef. Et après, tout le reste, j'avais menti. Donc, il avait bien compris que j'étais un menteur. Donc, il a trouvé ça génial. C'est la première fois de sa vie qu'il y avait un mec qui mentait comme ça pour venir bosser chez lui. J'ai jamais oublié qui était Bernard dans ma vie. Voilà. Et c'est ça, le côté authentique que les gens, des fois, ont du mal à comprendre. C'est que je reste intègre et sincère. Attends, il y a Berry qui veut m'offrir un repas, mais et en fait, je reste intègre et sincère. Je reste intègre et sincère à ce que je suis. Je n'oublierai jamais les gens qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis un électron libre. Bah oui, je prends jamais parti ni politique, ni religieux, ni financier, ni sociétal dans ce pays. Mais si on me pose la question pourquoi je veux quitter la France, je pense nous sommes en train de perdre tous nos droits et nos valeurs. Qui ont fait que la France soit le plus beau pays du monde. Où en fait on se rendra compte que de toute façon, il est plus clair d'aller voir ailleurs, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais il y a ce sentiment de liberté. Complètement. Moi je le dis. Complètement. Voilà. Mais moi c'est ce que j'aime dans ma vie, c'est la liberté. Et je peux te dire que demain partir aux États-Unis, c'est aussi peut-être faire une croix sur une surmédiatisation, mais je vais pas te mentir, j'en ai rien à secouer. En fait, t'es prêt à lâcher ça. T'es prêt à lâcher ça? Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, la preuve, t'es à Washington, moi je suis à Rueil-ma-Maison, on est en train de se parler, on peut échanger, on peut faire des interviews, et je pense que demain, grâce à YouTube, grâce à Instagram, à Facebook, à X, je sais pas comment ils l'appellent, enfin tout ça c'est, voilà, à Twitch aussi,
On pourra communiquer à travers le monde et on peut le faire dorénavant. Donc que je sois à Pétaouchnok ou que je sois à Roy ou à Sarasota ou à Washington, pour moi, je peux rester en lien avec tous ceux qui me regardent et ma communauté. Bon, voilà, madame. Allez, on revient à notre sujet de départ. On va revenir à Top Chef parce qu'on va accélérer un peu. Il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup qui ont participé à Top Chef, que émotionnellement, c'est quelque chose de très difficile à vivre. Comment toi, tu l'as vécu émotionnellement? Ah bon? Dis donc, faut pas aller voir des psys, les gars. Et Top Chef, c'est un concours de cuisine qui, pour moi, représentait et représente toujours, et encore plus maintenant, on le voit bien, un concours à part entière, même plus qu'à part entière, international, puisqu'on fait venir des grands chefs du monde entier. Oui. On a fait venir 100 meilleurs ouvriers de France. On a eu quand même l'approbation avant son départ de Monsieur Paul. On a eu quand même l'approbation de pas mal de grands chefs qui aujourd'hui y participent, parce que cette année, il y aura 15 étoiles Michelin, Stéphanie Lequelec. Ça te met pas la pression, justement? Tous ces chefs étoilés comme ça qui d'un seul coup vont goûter tes plats, vont te juger sur tes plats, sur tes compétences? Il faut être fier, il faut pas avoir peur, il faut être fier. C'est une question de niveau, c'est une question de savoir où tu en es. Quand tu viens faire un concours, alors Top Chef est ta part. Top Chef, c'est d'être bon à un moment donné, sans forcément avoir de préparation au préalable. Un meilleur ouvrier de France, il aura le sujet 2 semaines avant, il va bosser. Les Bocuse d'Or, il a des sujets dans lesquels il va bosser au préalable, il va s'entraîner pour avoir le meilleur résultat. Top Chef, c'est un peu comme une VAE, tu vois, validation des acquis, tu vois, et de l'expérience. Tu fais rien dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est encore le complexe de la petite quéquette. Moi, quand je vais dans un concours, j'y vais pour gagner. Je m'en fous de savoir si le mec, il est plus fort que moi. Je l'éclate. Jean Humbert et Cyril Zen, les 2 finalistes, quand ils m'ont vu arriver en finale, ils étaient pas rassurés. Mais là, pour le coup, bim, c'est ça, Top Chef. Top Chef, on joue avec ton stress, avec tes capacités à réagir pendant X semaines. C'est hyper agréable. Moi, en tout cas, personnellement, je l'ai bien vécu parce que, 1, j'étais dans l'humain. 2, j'étais moi-même, avec ma grande gueule et puis ma cuisine. 3, je me suis fait des amis qui sont encore là. J'ai l'impression que tu as quand même un mental de fou. J'ai l'impression d'être en face d'un athlète de haut niveau. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est naturel chez toi ou que tu as travaillé ou d'où est-ce que ça te vient en fait cette force intérieure? Non, mais j'ai la dalle. En fait, faut pas oublier, j'ai la dalle, que ça soit en France, aux États-Unis, en Chine, où tu veux. C'est la nature humaine. Moi, j'ai décidé de jamais plus subir ma vie. C'est différent, c'est un état d'esprit. Je veux plus la subir. J'accepte tous les dommages collatéraux et les belles choses qu'ils peuvent avoir autour, mais je ne veux plus jamais subir ma vie. J'ai 44 ans, je le dis aux gens, que vous ayez 18 ans, 16 ans, 50 ans, 60 ans, tant que vous pouvez avoir un souffle de vie, vivez votre vie comme vous l'entendez. Ne subissez pas, et c'est pas un attrait sociétal, ce que je dis là. C'est que si tu as envie demain de monter une bijouterie ou de te remettre à faire du tricot ou tu as envie, je sais pas, de devenir charpentier, fais-le. Fais-le parce que je préfère un refus qu'un regret. Et donc, cette vie-là, ce moteur-là, il est basé aussi bien sur un sportif que sur un performeur. Moi, l'idée, c'est que je me lève tous les matins en disant que ma vie, elle repart de zéro. Je suis crevé comme tout le monde. Des fois, j'ai une baisse de mental, j'ai une baisse de motivation. Mais tous les jours, je lâche pas l'affaire. Donc, c'est mon avis. C'est trop facile de baisser les bras et de dire que demain, ça viendra. Procrastiner, c'est devenu un sport. Et après, de se victimiser, c'en est devenu un autre. C'est vrai. Et de se paralyser la vie par rapport à ces croyances limitantes, ça, c'est une évidence qu'il faut... Moi-même, qui ont essayé de me gangréner. Alors, j'imagine justement avec ce mental, j'imagine que tu as eu des gros échecs dans ta vie. Oui. Comment t'as su rebondir par rapport à ça? Ne pas réfléchir. Mon conseil, ne pas réfléchir. Tu résous tout le problème et tu auras le temps de le faire, tu auras le temps d'y réfléchir. Il y a un moment pour tout dans la vie. Il y a des moments pour chialer, je suis fort, je suis désolé dans mes propos, t'as un moment pour chialer, t'as un moment pour te plaindre, t'as un moment... Moi, les moments de merde, il faut pas que je m'arrête. Je prends le moment sous mon bras, les emmerdes, et je vais jusqu'au bout. Je les règle, je dois ce que je dois, je me sors d'un traquenard si c'est un traquenard, j'aime pas qu'on me prenne pour un idiot. Je règle le problème, je le mets de côté, je l'oublie pas, et je me dis que j'y reviendrai un peu plus tard. Et le moment où je suis seul avec moi-même, où je peux désamorcer, je le désamorce tout de suite. Je le digère, je le vomis, je le règle, et je dis voilà, je dois pas faire ça et tout. Si tu commences par chialer, t'es mort. Un problème, ce n'est qu'une étape vers la réussite, donc tu le résous, et après tu passes à l'analyse. Mais si tu commences à pleurer, t'es mort.
C'est ce que je dis aux gens. Ne réfléchissez pas quand on est dans la merde. Réfléchissez à juste résoudre ce problème-là et on y va. N'oubliez pas la loi de l'attraction. Si tu décides que t'es une merde, tu seras une merde. Si tu décides de résoudre le problème, tu vas le résoudre. J'ai pas dit que ça serait facile, mais tu vas le résoudre. Et résoudre un problème, c'est déjà une réussite. Faut pas l'oublier. Alors, t'es quand même quelqu'un, si je me trompe, dis-le moi, mais d'assez extraverti. Mais du coup, là, ce que tu viens de me dire, c'est que t'as quand même besoin de ce moment d'introspection, finalement, pour aller dénouer un petit peu ce qui s'est passé, ou du moins les challenges que tu as eus, les défis, les échecs, Oui, je conseille aux gens qui sont moi je suis un hypersensible en fait. C'est pour ça d'où mon ultra exubérance, ma grande gueule, je parle fort, je montre que je suis là tout de suite parce que je veux montrer que je suis là pas pour mon ego, mais quand je suis là, je veux que tout le monde sache que je suis là et apprenne bien que je suis là pour rire, je suis là pour en découdre, je suis là pour cuisiner, je suis là pour faire du business, je suis là. Mon père m'a donné un gros organe qui est ma voix, quand j'arrive, bam. Excusez-moi, ça me fait du bien. Il faut s'isoler, ne plus être à la merci des gens qui vous disent oui, parce que des fois les gens ils veulent trop parler entre eux, le conseil, mais il y a autant d'avis qu'il y a de trous du cul et à chaque fois ça sent la merde parce qu'on te met des idées dans ta tête. Parce que je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Tes amis, en fait finalement tu discutes pas de ça avec eux, ou du moins tu en discutes mais t'en as rien à foutre de ce qu'ils pensent, ou c'est... Je sais pas que j'en ai rien à foutre de ce qu'ils pensent, je me dis juste que en fait on me reproche souvent de pas trop parler de mes vrais problèmes, mais qu'est-ce que... Tu peux pas comprendre parce qu'en fait je vais te relater mon émotion, mais je l'ai pas vécu. Honnêtement, je te le relate comme si j'étais une position de victime, mais en fin de compte ça se trouve c'est moi qui ai été le connard là-dedans, c'est moi qui ai été le mauvais, j'étais un mauvais. Et donc, en fait, tu vas raconter aux gens quelque chose pour te faire plaindre. Rares sont les personnes qui vont dire, attends, mon pote, la vraie question, elle est, est-ce que t'as pris la bonne décision? Est-ce que t'as fait le bon choix? Bah, ouais, je pense. Bah, moi, je pense pas. Je pense que t'avais le choix entre 1 euro toute ta vie et t'as pris 1 million d'euros maintenant. Tu vois, moi, j'en discutais avec justement des amis. Moi, j'ai la sensation, quand je raconte à mes amis... T'as de la chance, t'as des amis. Moi, j'en ai pas beaucoup. Moi, j'ai Alexandre Laubert, David Dos Santos, Jean-Louis Lacaille, Cyril Kieyer et Jérémy Lenormand. 5. Bah, ça suffit, tu sais, parfois... Après, j'ai des relations. Alors ça, des relations, j'en ai plein. Oui. Mais t'as pas la sensation... Enfin, en tout cas, moi, mes amis, parce que je les ai choisis, ils moi aussi, j'ai choisi, qu'est-ce que c'est que ça? Non mais tu vois, moi j'aime pas non plus cette position de victime. J'ai horreur de me positionner en victime. Par contre, ce que j'aime en parlant avec mes amis, c'est qu'ils me ramènent à une réflexion. Potentiellement à une réflexion auquel j'aurais pas pensé. Tu vois, sur une direction, à me dire, ah ouais, effectivement, j'avais pas vu ça comme ça. Peut-être que je devrais aller voir de ce côté-là parce que, tu vois, c'est peut-être un truc qui va se jouer à ce niveau-là. Tu comprends ce que je veux dire? Et moi, je suis un baroudeur, si je me vautre tout seul, j'emmène personne avec moi. Mais rien ne t'empêche de prendre ta décision après que l'autre t'ait ramené une réflexion, tu vois. Enfin, bon, après on peut épiloguer pendant très longtemps là-dessus. Mais moi j'aime que mes amis me renvoient une réflection à laquelle j'aurais pas pensé. Tout dépend sur quel sujet. Oui. Tout dépend sur quel sujet. Si c'est un sujet intime, par exemple ta vie avec une compagne ou un compagnon, parce que les mecs qui vivent en société, ils le voient, ils le jaugent, il est trop con, il est pas assez con, il est trop extraverti. Ça, je suis d'accord. Si tu me parles de mon travail, je suis quelqu'un de très très dur à... J'aime aller jusqu'au bout des choses et comprendre pourquoi ça se fait ou pourquoi ça ne se fait pas. J'ai même des associés là dans ma nouvelle entreprise. Enfin, j'ai un associé et des collaborateurs et collaboratrices et ils savent comment je fonctionne. Quand je comprends pas les choses, t'arrives pas à me les faire comprendre, c'est que le truc pour moi il est pas bon ou c'est toi qui es mauvais à pas me faire comprendre les choses. Si je les comprends, j'y vais. Dans ma vie privée, très compliqué que les gens touchent à ce que j'aime. Ils peuvent me l'expliquer, je l'entends, je le garde dans un coin de la tête. Mais c'est pas pour autant que ça va m'impacter. Ça peut m'influencer, mais ça va pas impacter forcément ma décision. Et justement, aujourd'hui, tu arrives à équilibrer ta vie perso et ta vie pro? Plus, parce que je suis à un tournant de ma vie où justement d'avoir pris le temps de voir que tout ce que j'ai construit, c'était pour mes enfants, n'était qu'une fumisterie. On va pas se mentir. En fait, là où je suis honnête, sincère avec mes enfants, c'est que je l'ai pas fait pour mes enfants, je l'ai fait pour moi, l'enfant qui est à l'intérieur de moi. De me dire que j'allais me sécuriser, j'allais sécuriser l'enfant. Bien sûr, l'enfant intérieur. Et j'ai mis des années à le comprendre, j'ai mis plus de 12 ans. Et pourtant, j'ai fait du mentorat,
J'ai fait du développement personnel, j'ai fait du chaman, j'ai fait de l'énergéticienne, de l'énergétiseur, du médium, du machin, tout ce qu'on veut. Je dis pas que c'est des charlots, hein. Ils m'ont aidé, à chacun leur façon. Ouais. Je me suis jamais basé sur eux pour faire ma vie. Ça, c'est aussi une chose qu'il faut entendre. Moi, si on me dit demain, je vais crever, je sais pas, demain, je vais aller à la banque prendre mon oseille, je vais tout claguer, hein. Moi, je vais attendre. Moi, tant que les yeux sont pas fermés et que la haute, il m'a pas appelé, je vis. Donc, il faut faire attention à tout ça. Proportion gardée, hein. C'est la loi de l'attraction, hein. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plus de temps de vivre avec mes enfants, pour mes enfants, que de vouloir protéger, mettre en sécurité le petit enfant qui est à l'intérieur de moi, et qui, en fait, aujourd'hui, je peux lui dire juste que c'est bon, père, ça va. Mets-toi au calme, il y a de quoi manger, de quoi dormir, voilà. Mon père, peut-être que je le reverrai plus jamais. Ma mère, pareil. Là, tu vois, aujourd'hui, je te parle, on a incinéré ma grand-mère. Bon, j'étais pas là. Ah ouais. Bon, après, ce qu'il faut se dire aux gens, ça c'est pareil, c'est un autre sujet qu'on peut aborder. Dans d'autres pays, la mort n'est pas une fin en soi. Moi, ma grand-mère, je sais que j'ai des choses à lui dire. Je lui dirais, quand ça sera mon tour de monter là-haut. J'ai pas commencé à avoir des regrets. Des regrets de quoi? De pas avoir été présent. Bon, de toute façon, la mort, quand elle t'en prend, elle appelle pas tout le monde. Allô, appelle tous tes proches. Là, tu vas crever. On va faire quelque chose. Bien sûr. Non. Donc, on va arrêter de se... En plus, on a un don en France, c'est quand même C'est torturé. la mort. Oui, c'est vrai, la mort, ça fait peur. La mort. Bon, l'autre est parti, tu restes avec tes regrets, tes reproches, tes bons moments, tes mauvais moments. Ouah, passe un cap, mec. Il te manque, ça c'est sûr. Tu te diras que tu peux plus vivre avec, mais tu dois vivre pour lui qui est parti trop tôt ou pas, tu sais, ou je sais pas comment prévoir les choses. Vis parce qu'à un moment, ça sera ton tour. Et tous ceux qui seront autour de toi auront cette même réaction. Il faut pas. On a le droit d'avoir mal, c'est mon avis. Non, mais donc après, on va dire que j'ai pas d'empathie. Généralement, les gens qui me connaissent disent j'ai pas d'empathie. Je sais pas, moi j'ai pas cette sensation. J'ai de la compassion pour les gens, mais j'ai pas de pitié. La pitié, c'est vraiment hypocrite. Et donc, faut se dire une chose. Posons-nous une vraie question. La vraie question, je te la pose, Audrey. Ouais. C'est toujours un vrai débat avec mes amis et mon entourage. Vas-y. Être avec quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas un réel intérêt? Ce mot me subjugue. Intérêt. Il y a toujours un intérêt, de toute façon, quand on est avec quelqu'un. Ça, c'est Donc, sûr. je pose même aux gens qui te regardent, posez-vous la question. On est intéressé parce que t'es connu. T'es intéressant parce que t'as une boîte. T'es intéressant parce que t'es drôle. T'es intéressant parce que tu es dans l'altruisme. T'es intéressant parce que tu rassures. L'intérêt. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu ne sois plus intéressant pour terminer homeless? Qu'est-ce qui fait? Ta situation, ton déclin? Et qui sont les gens autour de toi qui sont là, non pas par intérêt, mais parce qu'ils ont envie. Voilà, moi on peut en parler pendant des heures. Je dis, avoir besoin, ce n'est pas avoir envie. Envie, c'est juste une notion d'empathie, de partage. Besoin, j'ai besoin de manger, c'est pas pareil que j'ai envie de manger. Tout à fait. Il y a une phrase qui dit que si tu te disputes avec un ami que tu ne parles plus jamais, c'est que ça n'a jamais été vraiment ton ami. Comme Tu crois pas que quand les tu es gens en couple, changent et les gens évoluent aussi différemment de toi? Et qu'à un moment donné, ça résonne plus avec toi? je pense que les gens qui évoluent, c'est que t'as pas su être à leur écoute au moment où ils ont évolué, ou alors eux-mêmes se sont décalés du chemin qu'ils avaient au départ et qui, par une promotion, par de l'argent, changent. Ou par un couple. Et des fois, les unions font que ton meilleur ami ou ta meilleure amie change. Bon, après, moi, je pense, et je vais être sincère avec toi, l'amitié est un amour plus fort que des fois le propre amour qu'on donne à son conjoint ou à sa conjointe. En fait, l'amour n'a pas les mêmes tolérances que l'amitié. Parce qu'il est conditionné. Parce qu'il y a un intérêt. Voilà. Il y a un intérêt dans l'amour. Oui, parce que Tu dois faire des bisous, tu dois faire des câlins, tu dois faire des machins, tu dois être attentif. L'amitié, salut, ça va, je suis mal luné aujourd'hui, putain, me fais pas chier, mais je t'aime quand même, les bisous. Si tu fais ça à ta meuf ou à ton mec, je vais te dire un truc, t'es là, hein. Oh, t'as vu, tu m'as mal parlé. Ah, mais j'étais pas bien aujourd'hui. Donc, c'est justifié. Pourquoi? Tout le temps. L'amitié, c'est on est comme on est, on s'aime comme on est. Le mardi, t'es chiant, le mercredi, t'es drôle, le jeudi, t'es en dépression, le vendredi, tu chiales. Et le samedi, tu repars en bringue. Enfin, qu'est-ce que t'en fais quand tu sens que les gens reviennent vers toi par intérêt? Tu prends, tu remercies ou plutôt tu écoutes, t'es gentil, mais salut? Je suis en mode, en fait, je calcule pas, je réponds. Quand on me dit ça, je dis salut, ça va, merci, au revoir.
je donne pas suite, en fait, ça m'intéresse pas. Ouais, je comprends. Ça m'a jamais intéressé parce que les vrais qui sont là depuis même pendant la télé, ce sont des gens avec qui je sais qu'ils m'aiment parce qu'ils aiment tous mes défauts, ils aiment mes qualités et que moi je les achète pas avec de l'argent parce que moi je suis un crevard. Donc demande pas, je peux payer un restaurant mais je paierai un restaurant Attends, moi je croyais que t'allais... Putain, mais je vais venir te voir, moi. Je vais pas me payer le resto. Non, je paye pas. Même les gens qui viennent manger dans mon restaurant, que ce soit au Prince de Galles ou avant, des amis connus, reconnus, savent. Tu payes. Je t'offre le café si tu veux. Tu payes. Pourquoi moi, j'irais... Qu'est-ce que j'ai à t'offrir? Tu viens manger chez moi parce que c'est gratos. Non. Moi, l'intérêt, c'est que tu viens manger chez moi parce qu'en fait, c'est bon. Donc si c'est bon, tu payes. Eh oui, t'as raison. Si c'est pas bon et que t'as payé, t'es pas obligé de revenir. Bon, je viendrai quand même, t'inquiète pas. Donnez-lui le chèque. Je suis donne. Dieu vous bénisse, mon enfant. Dieu vous bénisse. Gentil, allez. Donnez. Lâchez-le. Lâchez-le. Merde. Merde. Je suis fier de vous, Odamet. Vous savez pas, Sam, je m'en fous que vous soyez fiers de moi. M'approchez plus jamais. Qu'est-ce qu'elle va en faire, cette sœur? S'acheter des petites culottes, même pas, je vous déteste. Laissez-moi, me parler plus jamais. Les gens sont libres avec moi, tu comprends? Je les contrains pas à être avec moi parce que je suis quelqu'un. Moi, justement, le fait que tu payes, c'est que t'es libre de dire que c'est de la merde si ça te plaît pas, ou que c'était pas bon. Mais ne me fais pas un commentaire sur ma cuisine si en plus je te l'ai offert. C'est quoi la réussite pour toi? Mais la réussite, c'est d'arriver à vivre sans emmerde, déjà. Les emmerdes, c'est-à-dire ne pas créer tout le côté négatif que t'as pas envie d'avoir. Mais en fait, pour moi, la réussite, c'est d'amener au bout, ma vie. Et ma vie dedans, j'ai fait des enfants. C'est de les amener à ce qu'elles-mêmes puissent vivre et survivre dans ce monde, dans ce milieu-là. Après, je leur dis pas qu'il faut qu'elles fassent comme j'ai fait, mais je veux juste qu'elles puissent comprendre comment s'adapter à ce nouveau monde qui arrive. Point. On reste des animaux. Moi, je suis persuadé qu'on reste des animaux. Après, tu t'habilles en Zara, en H&M, en ce que tu veux, on reste des animaux. J'ai goûté les deux. J'ai goûté la rue, avec pas d'oseille, et je travaille dans le luxe. Mais les deux côtés sont effroyables. Il y a une violence physique, sociale, incroyable dans la rue, mais il y a une entraide et une culture de savoir se démerder, savoir s'adapter dans un monde qui devient de plus en plus dur grâce au quartier. L'autre côté, on est dans un aboutissement où c'est un monde de saloperie. Tout le monde se regarde, tout le monde se déteste, tout le monde aimerait être à ta place, tout le monde te critique, tout le monde te dénigre. C'est pas vrai. Il y a un tout petit peu d'entraide, mais ça, c'est une petite minorité de personnes. Tout le reste, le mot n'est qu'intérêt. Donc les deux mondes, en fait, c'est trouver l'équilibre. La réussite, c'est l'équilibre de ces deux mondes. D'avoir ce qu'il faut pour manger et avoir suffisamment pour se faire des fois des petits plaisirs. Je trouve que ma place, c'est pas mal. Je joue toujours à l'euro-million, on sait jamais. Voilà, mais voilà. Est-ce qu'on peut parler un peu de tes futurs projets? Bien sûr, mes futurs projets, je pars en émission avec M6 à la recherche du meilleur bistrot. En tout cas, c'est de mettre à l'honneur. En fait, faut que les gens ils comprennent que en fait on fait un côté compétitif, mais c'est juste pour mettre à l'honneur la bistronomie. Ces restaurants traditionnels français qui sont en souffrance. On parle des boulangers, des pâtissiers, des bouchers, des charcutiers, des poissonniers, tous les commerçants. L'agriculture elle-même est en souffrance. Donc on part avec Johan Comte, qui va être mon comparse. On va aller visiter des restaurants, des bistrots qui parlent et qui racontent et qui transmettent le terroir à la française. C'est déjà magnifique. Donc on part là-dessus. Après, j'espère écrire un deuxième livre. On a fait Chef de famille qui s'est excellent. Alors ça, c'est pas du mytho. Il s'est très très bien vendu. De tous mes ouvrages de cuisine, c'était celui qui s'est le mieux vendu. Super. Donc j'espère en faire un deuxième, on est en train de voir avec l'éditeur. Mon projet plus important, c'est de venir m'installer aux États-Unis mi-2024. M'installer déjà pour voir le pays, pour comprendre, pour assimiler. Je garderai toujours mes activités en France. J'ai en prévision d'ouvrir un autre restaurant en France, donc voilà. Et puis faire les allers-retours entre la Floride et la France. Voilà. Super. Écoute, ma dernière question, comment tu te sens là maintenant tout de suite? Je reviens des États-Unis et je peux te dire que lorsque tu as trouvé un pays, ou en tout cas une aura qui t'inspire, je me raccroche à ça pour obtenir. En France, tout ce que tu peux faire va toujours être autour de combien tu vas devoir payer pour le faire. Et ça, c'est insupportable. Je vais te dire que c'est une pression que je refuse de porter aujourd'hui, donc je me sens très très bien parce que je sais que
dans quelques mois, je serai installé aux États-Unis et que je vais plus enfin connaître cette phrase qui résonne dans ma tête. Et c'est un Américain que j'ai pu rencontrer, je le dis. J'ai eu la chance de croiser sans le savoir parce que on me l'a dit qu'après. J'ai rencontré un certain Jeff Bezos. Voilà, il y a très longtemps, avant le Covid. On était au sud de Miami. Il venait de racheter Whole Foods, donc cette enseigne de distribution. Ouais. Et la seule phrase que je retiens des grands hommes comme ça, il m'a dit, vous savez, en France, vous avez quelque chose qui ne va pas et qui est différent des Américains. Il m'expliquait que les Américains ont plein de défauts. Hein. Ils sont hypocrites, ils se mélangent pas entre eux. Ça, c'est vrai, je le vois. Hein. Moi, j'ai pas d'amis américains. J'ai des amis franco-américains mais pas américains. Bah si, t'en as une à Washington. Je suis américaine quand même. Oui, mais toi, t'es pas une américaine. Bah t'es si, une franco-américaine. Bah oui, mais je suis américaine un peu. Bah, tu t'es nationalisé comme mon ami Jean-Louis qui est devenu John. Pour moi, tu restes Frenchy. Ton sang est français. Oui. Même pas. Non, même pas. Je suis d'origine ukrainienne, donc tu vois, moi, j'ai pas de sang français. Bon, bah voilà, bah t'es européenne. Bah non, faut parler européen. Non, mais ce que je veux dire, c'est bah, t'es pas né sur le territoire américain, ce que je veux dire. Ouais. Nous, on dirait franco-français, eux, c'est américano-américain. Ouais. Il m'a dit cette phrase qui est importante à retenir. Ouais. Et quand on a compris cette phrase, on comprend dans quel pays on se situe. Ouais. En France, on dira toujours, et tu l'as dit tu t'en rends compte, tu l'as dit, il y a pire que nous. Aux États-Unis, on dira toujours, il y a meilleur que nous. Est-ce qu'on doit se contenter d'être ce que l'on est, ou alors on refuse et on devient ce que l'on a envie d'être? En France, on s'est contenté d'être ce qu'on devait être par rapport à ce qu'on nous a dit d'être. Aux États-Unis, tu es libre de devenir ce que tu as envie d'être. Tout à fait. Il y a un prix à chaque chose. Tout à fait. Tu as une sécurité en France. Oui. Est-ce qu'elle est bonne? C'est pas pour moi, me plaît pas. Aux États-Unis, il y a zéro sécurité, mais tu as la liberté de devenir ce que tu as envie d'être. Oui. Et ça demande beaucoup d'efforts dans ce pays où il y a 400 millions d'Américains, où t'es pas du tout attendu, où tu te démerdes si t'es malade, où tu te démerdes pour te loger, où tu te démerdes pour bouffer. Rien ne t'est dû. Mais quand tu l'as, on t'applaudit, on te dit bravo. Oui, on te soutient. En France, quand tu l'as obtenu parce que tu viens de la merde, on te dit oh là 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 là. Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Oui, c'est vrai. Mais alors, écoute, je ne peux que te rejoindre là-dessus, puisque... Donc, dans ma tête, j'ai un mental d'Américain. Oui, complètement. J'ai un mental d'immigré, parce que je devais devenir un immigré qui va sur un territoire qui n'est pas le mien. Et c'est là toute la force des États-Unis, c'est qu'ils m'ont laissé rentrer sur le territoire américain. Et eux, ce qu'ils me demandent, c'est de m'intégrer, d'enrichir ce pays. En enrichissant ce pays, je vais m'enrichir. Point. Ça, c'est mon avis, ça ne regarde que moi. Mais que tu sois en France, aux États-Unis, où que tu sois, bouge-toi le cul parce que personne ne le fera à ta place. Mais en tout cas, j'y vais pendant 6 mois, full time, pour m'imprégner de ce modèle américain. Je te dis la vérité, c'est que je vais là-bas parce que je veux pouvoir travailler comme en France, la vérité, et pouvoir profiter d'une façon ou d'une autre de ma vie. C'est-à-dire que si je travaille à 6h du matin et que je bosse jusqu'à 17h, 18h en cuisine, je veux qu'à un moment donné, en ayant donné le maximum, que j'ai un peu de temps pour moi dans la journée. Là, mes journées, elles commencent à 6 du mat, et des fois, je termine pas avant 2h du matin, et tu dis que 78% de cette journée, je l'ai donné à quelqu'un d'autre qu'à ma famille. Si tu me demandes si je suis heureux, bien sûr que je suis heureux. Je suis en train de préparer mon départ. Eh ben écoute, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Quelle richesse cette interview. Franchement, tu nous as déballé plein de pépites. J'espère que cette interview vous donnera à méditer. En tout cas, voilà. Moi, c'est certain que je vais y repenser à tout ça. Merci Norbert de m'avoir accordé tout ça. Voilà, toutes tes pensées, tes émotions, tout ce que tu as vécu. Franchement, c'est... beaucoup de positivité aussi, beaucoup de belles choses. Aimez-vous les uns les autres. Et merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner. Aimez-vous déjà vous-même. C'est déjà important de s'aimer soi-même. Aimez-vous déjà vous-même, exactement. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour suivre les autres interviews qui vont arriver. Norbert, merci. L'expérience de ma vie, c'est Top Chef. Qu'aujourd'hui, il fallait que j'arrête de vivre dans le passé, que je tourne la page et que j'écrive la mienne, en fait.
la mienne, mon histoire. Et je l'ai commencé dans Top Chef avec Je suis Norbert. Et 3 points. Et voilà. C'est trop beau, quoi.